Euthyphron de Platon sur la piété, prologue. Euthyphron. Que t'arrive-t-il, Socrate? D'où vient que tu délaisses le lycée où tu aimais à causer et que maintenant tu te tiens ici près du portique royal? On dit en note, le portique royal était l'édifice où siégeait l'archonte roi de qui relevait partiellement la juridiction criminelle. Fin de note. J'ai peine à croire que tu aies comme moi quelques procès devant l'archonte roi. Socrate. Mon affaire, Euthyphron, n'est pas ce qu'on appelle proprement à Athènes un procès, c'est une poursuite criminelle. Que dis-tu? Quelqu'un donc aurait porté plainte contre toi, car je ne peux t'imputer à toi d'accuser personne. Non, en effet. Ainsi, il y a vraiment quelqu'un qui t'accuse? Oui, positivement. Qui est cet homme? Ma foi, Euthyphron, je ne le connais pas très bien moi-même. Cela tient sans doute à ce qu'il est jeune et sans notoriété. On le nomme, si je ne me trompe, Mélétos, il est du dème Pythos. Ne connaîtrais-tu pas par hasard un certain Mélétos de ce dème avec des cheveux lisses, peu de barbe, un nez crochu? Non, je ne vois pas cela, Socrate, mais dis-moi de quoi enfin peut-il bien t'accuser? De quoi? Oh, l'accusation est d'un homme de cœur, à mon avis. Après avoir décidé cela à son âge, c'est vraiment remarquable. Cet homme, d'après ce qu'il déclare, sait comment on corrompt les jeunes gens et quels sont ceux qui les corrompent. Sans doute, c'est quelque savant. Il aura découvert en moi une ignorance qui est cause que je corromps ceux de son âge, et il vient m'accuser devant la ville comme devant la mer commune. Vraiment, il me paraît être le seul qui sait en matière de politique commencer par où il faut. N'a-t-il pas raison de s'occuper d'abord des jeunes gens pour les rendre excellents, comme le bon laboureur doit prendre soin des jeunes plantes en premier lieu et des autres ensuite? Voilà sans doute pourquoi Mélétos commence le nettoyage de la cité par nous qui, dit-il, corrompons la jeunesse dans sa croissance. Cela fait, soyons certains qu'il prendra soin des plus âgés et fera ainsi le plus grand bien à la ville. Il y a chance qu'il y réussisse, ayant si bien commencé. Je le souhaiterais, Socrate, seulement j'ai grand peur que le résultat ne soit tout contraire. En vérité, te faire du mal, à toi d'abord, c'est à mon avis s'attaquer dès son début à la ville dans ce qu'elle a de meilleur. On y en note. Le proverbe grec commencé par Estia paraît avoir ici ce sens. Fin de note. Mais enfin, comment, d'après lui, corromps-tu les jeunes gens? Oh, par des moyens qui semblent très étranges à première audition, mon savant ami. Il prétend que je suis un faiseur de dieux. Oui, c'est en alléguant que je fais des dieux nouveaux et que je ne crois pas aux anciens qu'il m'intente cette accusation. Tel est son dire. J'y suis, Socrate, c'est à cause de cette voix divine que tu déclares entendre en toutes circonstances. Il déduit de là que tu introduis de nouvelles croyances, et c'est la raison de sa plainte. Oui, voilà pourquoi il vient te calomnier devant le tribunal. Il sait combien cette matière se prête à la calomnie auprès de la foule. Moi-même, lorsque je parle de choses religieuses en l'assemblée, lorsque je leur prédis ce qui doit arriver, ils me tiennent pour fou et se rient de moi. Et pourtant, pas un mot de mes prédictions qui ne soit vrai. Mais vois-tu, ils sont jaloux des gens de notre sorte. Qu'importe, ne nous soucions pas d'eux et osons leur tenir tête. Ah, s'il ne s'agissait que de prêter à rire, mon cher Euthyphron, ce ne serait rien. Nos Athéniens, si je ne me trompe, ne s'embarrassent guère de l'habileté qu'ils attribuent à tel ou tel, pourvu qu'il n'enseigne pas ce qu'il sait. Mais dès qu'il soupçonne quelqu'un de vouloir rendre les autres aussi habiles que lui-même, il se fâche. Peut-être par jalousie, comme tu le dis, peut-être pour d'autres motifs. En tout cas, quel que soit en cela leur sentiment à mon égard, je ne désire pas du tout en faire l'épreuve. Soit. Tu peux en effet, toi, passer à leurs yeux pour quelqu'un qui se réserve et ne veut pas enseigner ce qu'il sait. Mais moi, je crains fort, en raison de mon humeur sociable,
qu'on ne me soupçonne de prodiguer sans discernement au premier venu tout ce que j'ai à dire, non seulement sans me faire payer, mais en payant moi-même de bon cœur, s'il le fallait, quiconque voudrait m'écouter. Au reste, je le répète, s'il voulait seulement aujourd'hui se rire de moi comme tu dis qu'il se rit de toi, il ne me serait nullement désagréable de passer quelques bons moments au tribunal à plaisanter et à rire. Mais s'ils prennent la chose au sérieux, qu'arrivera-t-il? Nul ne le sait, hormis les devins, comme toi. Après tout, Socrate, tout cela peut-être ne sera rien, tu mèneras le combat à ton gré, et moi de même. Au fait, cette affaire que tu as, Eutyphron, quelle est-elle? Est-ce toi qui te défends ou qui poursuis? Je poursuis. Et qui poursuis-tu? Quelqu'un qu'il paraît fou de poursuivre. Quoi? Serait-il volé? Oh, il est bien loin de voler, c'est un vieillard extrêmement âgé. Qui est-ce donc? C'est mon père. Ton propre père, mon bon ami? Lui-même. Quelle est donc ta plainte? De quoi l'accuses-tu? D'homicide, Socrate. Par Héraclès, ah, certes, Eutyphron, la foule ne sait guère ce qui est bien. Non, vraiment, agir bien en ceci n'est pas le fait du premier venu. On reconnaît là un homme très avancé déjà en savoir. Oui, Socrate, très avancé en effet, par Zeus. Et la victime de ton père est assurément un de vos parents, n'est-il pas vrai? À coup sûr, tu n'intenterais pas une action capitale à ton père pour un étranger. Je ris, Socrate, de la distinction que tu crois devoir faire entre étranger et parent à propos de la victime et de ce que tu ne vois pas, qu'il n'y a qu'une seule chose à considérer, le meurtrier avait-il le droit de tuer ou ne l'avait-il pas? S'il l'avait, rien à dire. S'il ne l'avait pas, on doit le poursuivre. Fût-il de ceux qui ont même foyer et même table que nous. La souillure, en effet, est toujours égale du moment que tu vis avec lui, sachant ce qu'il a fait, et que tu ne satisfais pas à la religion, pour toi et pour lui, en le poursuivant judiciairement. En fait, la victime était un mercenaire à mon service, et comme nous exploitions une terre à Naxos, nous l'employions là comme journalier. Un jour, pris de vin, il eut une rixe avec un de nos serviteurs, il l'égorge. Là-dessus, mon père lui fait lier les pieds et les mains, le fait jeter dans une fosse, puis il envoie quelqu'un ici pour demander à l'exégète ce qu'il devait faire. On lit en note. Les exégètes étaient à Athènes les interprètes attitrés du droit religieux. On leur demandait des consultations sur les cas embarrassants. Fin de note. En attendant, ils se désintéressaient de l'homme ainsi lié, l'abandonnait comme un meurtrier qu'il était, se souciant peu qu'il mourût. Or c'est bien ce qui arriva. La faim, le froid, les liens firent qu'il succomba avant que l'envoyé ne revînt de chez l'exégète. Et maintenant, à cause de cela, mon père et nos parents s'indignent de ce que moi, au nom de ce meurtrier, j'intente une action à mon père qui, disent-ils, ne l'a pas tué. Et même s'il l'avait tué, la victime ayant elle-même commis un homicide, ils prétendent qu'il n'y aurait pas lieu de se soucier d'elle et qu'il est d'ailleurs impie de la part d'un fils de poursuivre son père. Mais Socrate, c'est à tort qu'il pense savoir ce qui est pieux et ce qui est impie au jugement des dieux.